Bonjour, c'est Madame Belhossein Kahina, chargée de cours d'introduction au droit à la faculté de sciences économiques, de gestion et sciences commerciales de l'université Abdelrahman Mira de Béjaïa. Ce cours est destiné à nos chers étudiants de première année tronc commun SEGC. Donc, pour ce dernier chapitre qui est le différents pouvoirs et les institutions nationales existantes en Algérie, donc on sait pertinemment que la séparation des pouvoirs, c'est un principe, une théorie. Elle préconise trois grandes fonctions de l'État. Bien sûr, dans chaque État, on trouvera un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif et un pouvoir judiciaire. Soit, bien sûr, chacune de ces fonctions, elle est exercée par un organe différent ou une instance différente. Donc, pour le pouvoir législatif en Algérie, il est dévolu aux assemblées représentatives, c'est-à-dire les assemblées élues par le peuple directement. Donc, il y a les deux chambres. La première chambre, c'est l'Assemblée populaire nationale qu'on appellera l'APN et le Conseil de la Nation. Donc, sa première mission est de édicter les règles et édicter les lois, donc légiférer. Pour le pouvoir exécutif, il est détenu par le gouvernement et il exécute les différentes lois légiféré par le Parlement. Le pouvoir judiciaire, il est là pour assurer par les juridictions qui sont installées sur le territoire national, assurer les différents litiges, trancher dans les différents litiges et s'assurer l'application des règles et des lois. Le contrôle de chacun de ces trois pouvoirs exerçant l'un sur l'autre, il est censé préserver préserver bien sûr la vie des citoyens, les droits des citoyens et leurs libertés, et aussi un certain équilibre entre ces trois pouvoirs. Généralement, dans toutes les constitutions modernes, elles ont ce pouvoir. Cette séparation de pouvoir, elle est généralement équilibrée, d'accord? Donc, on ne la trouve pas très stricte parce que si elle est stricte, elle peut conduire à une paralysie des institutions. De ce fait, le principe de collaboration des différents pouvoirs est généralement préconisé par les différentes constitutions. Mais dans la vie pratique, on pourra distinguer ou détecter que le pouvoir exécutif, on peut dire qu'il a la même mise sur les autres pouvoirs. Par exemple, il peut légiférer, donc prendre la place du Parlement, du pouvoir législatif pour légiférer par ordonnance, comme il peut prendre, il a quand même une même mise aussi sur le pouvoir judiciaire, puisque le président de la République, il est considéré comme le premier magistrat dans l'État, c'est lui qui nomme les juges et les magistrats. Pour le pouvoir exécutif, on commencera par le pouvoir exécutif. Donc, dans un État, le pouvoir exécutif, ou on l'appelle aussi l'exécutif, il désigne le pouvoir qui est chargé d'exécuter les lois et définir les règles nécessaires à leur application. Donc, il est là, c'est le pouvoir réglementaire. Il est là pour mettre en place tous les règlements qui assureront l'exécution des lois qui sont déjà légiférées qui sont mises en place par le Parlement. En Algérie, le pouvoir exécutif, il est détenu par le président de la République, et bien sûr, ou un Premier ministre ou le chef de gouvernement, selon le cas, et bien sûr un gouvernement qui est composé d'un ensemble de ministres. Pour le pouvoir exécutif, il dispose de pouvoirs spécifiques, parfois qualifiés, on peut dire, de discrétionnaires, avec des décisions prises directement, sans revenir au Parlement, notamment dans les cas d'urgence nécessitant une action rapide ou l'état d'exception. Il y a des exceptions où le pouvoir exécutif doit rapidement intervenir, donc sans revenir aux autres pouvoirs. Pour le président de la République, cette personne-là, elle est élue au suffrage universel. Ça veut dire que c'est les citoyens qui le choisissent directement en allant aux urnes par un suffrage universel direct et secret. Pour un mandat, bien sûr, d'une durée de 5 années, l'élection est acquise, bien sûr, à la majorité absolue des voix exprimées. Pour être éligible, le candidat qui veut devenir président de la République, il doit remplir certaines conditions. D'abord, il doit jouir uniquement de la nationalité algérienne d'origine et attester aussi la nationalité algérienne d'origine pour ses parents et ne pas avoir acquis une nationalité étrangère. Ça veut dire qu'il ne peut pas être un binational. Pour avoir aussi, il faudrait qu'il ait 40 ans le jour du dépôt de dossier de sa candidature, et aussi être de confession musulmane. Il doit jouir aussi de ses droits civils et politiques, attester aussi de la nationalité algérienne unique de son conjoint,
Et justifier aussi sa participation à la révolution de 1954 pour les candidats qui sont nés avant juillet 42 et justifier la non-implication des parents du candidat à des actes hostiles à la révolution pour les candidats qui sont nés après juillet 42. Il doit aussi produire une déclaration publique de son patrimoine, un patrimoine personnel. Il doit justifier aussi une résidence permanente exclusive en Algérie pour une durée minimale de 10 années précédant le dépôt de sa candidature. Il doit aussi justifier de l'accomplissement du service national ou de tout autre motif légal de son non-accomplissement. La Constitution accorde au président de la République plusieurs prérogatives, plusieurs attributions. Donc, il est le chef suprême des forces armées. Il décide de l'envoi des unités de l'armée nationale populaire à l'étranger, après approbation de la majorité, bien sûr, du Parlement des 2/3. Cette dernière attribution elle a été inclue dans la dernière révision de la Constitution de 2020. Il arrête et conduit la politique extérieure de la nation. C'est lui qui préside le Conseil des ministres. Quand je dis présider le Conseil des ministres, parce qu'il y a une différence entre le Conseil des ministres et le Conseil du gouvernement. Quand c'est un Conseil des ministres, c'est le président de la République qui le préside. Donc, il inclut tout le staff des ministres. Par contre, quand c'est le chef du gouvernement ou bien le Premier ministre qui préside le Conseil des gouvernements. Donc là, le Conseil de gouvernement, il n'est pas inclus dedans le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense nationale, le MDN. Donc, quand le président préside le Conseil des ministres, ça veut dire qu'il préside le Conseil des ministres en incluant donc tous les ministres, en incluant le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense nationale. Donc, c'est lui-même aussi qui nomme ce Premier ministre ou le chef du gouvernement selon le cas, on va l'expliquer plus tard, et il met fin à ses fonctions. Il dispose aussi du pouvoir réglementaire, ça veut dire que c'est lui qui signe les décrets présidentiels. Il aussi j'ai dit préalablement qu'il est considéré comme le premier magistrat sur le pays, donc dans le pays, donc sur le territoire national, il est le premier magistrat, donc c'est lui seul qui dispose du droit de grâce. Donc, gracier les prisonniers, c'est une compétence, une attribution qui est spécifique au président de la République. Il peut aussi, sur toute question importante nationale, il peut revenir à chaque fois au peuple par un référendum. Donc, comme il peut convoquer le corps électoral pour des élections présidentielles anticipées, si on veut organiser, s'il veut se retirer et décider des élections présidentielles anticipées, il peut revenir directement vers le peuple, il peut saisir directement le peuple par un référendum. Oui. Bon, il conclut aussi, ratifie les traités internationaux, donc tout ce qui est convention et tout, donc les traités et les conventions sont ratifiés par le président de la République. Il nomme notamment aux emplois civils et militaires de l'État, par exemple, et aussi les magistrats, les walis, donc toutes ces personnalités, généralement, elles sont désignées, nommées à leur poste par un décret présidentiel du président de la République. Maintenant, cette histoire d'empêchement du président, parce que le cas de l'empêchement du président, c'est devenu un sujet courant dans nos journaux. Donc, pour le président de la République, pour cause, par exemple, de maladies graves et durables, donc quand le président est souffrant, donc, il se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions. Là, il y a ce qu'on appelle la Cour constitutionnelle qui va se réunir de plein droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'est pas saisie par un autre organe, mais elle s'autosaisit. Elle s'autosaisit et elle doit faire ses vérifications, s'il faut désigner un expert, décider, faire une expertise et voir si vraiment le président de la République est apte de continuer ses fonctions. Donc, si réellement cette personne-là ne peut pas continuer dans ses fonctions, donc il va désigner donc le président de la Cour constitutionnelle. Il va se réunir avec la majorité des 3/4 de ses membres et ils vont déclarer l'état d'empêchement avec le Parlement. Donc, il va saisir le Parlement. C'est le président le président de la Cour constitutionnelle qui va s'autosaisir et à la majorité des 3/4
du Parlement, ils vont décréter l'état d'empêchement, ils vont déclarer l'état d'empêchement du président. Donc pour le Parlement siégeant en chambre réunie, il déclare l'état d'empêchement du président de la République à la majorité des 2/3 de ses membres. D'accord? Et en charge de l'intérim du chef d'État, donc dans ce cas-là, c'est le président du Conseil de la Nation, donc de la deuxième chambre, qui prendra l'intérim du chef de l'État pour une durée de 45 jours. Maintenant, une fois que ces 45 jours-là sont finis, donc si le président d'empêchement n'existe plus, donc le président peut reprendre ses fonctions. Dans le cas où les 45 jours sont épuisés, et l'empêchement existe toujours, donc à l'expiration de ce délai, et on va procéder à une déclaration de vacances par démission de plein droit. Ça veut dire qu'on n'attend pas que le président démissionne de lui-même, mais elle est considérée de plein droit une vacance par démission du président de la République, et la Cour constitutionnelle constate la vacance définitive du poste de la présidence, et le Parlement va se réunir bien sûr avec le Conseil, et le président du Conseil de la Nation va continuer d'assumer la charge de chef d'État, donc l'intérim, pour une autre durée maximale de 90 jours, au cours de laquelle il y aura des élections présidentielles qui vont être organisées. Pour les situations exceptionnelles, donc les situations exceptionnelles où le président de la République peut avoir un peu plus de pouvoir que l'État, quand c'est l'état normal des choses. Donc la situation exceptionnelle, c'est l'état d'urgence. Il y a 4 cas, il y a 4 états. Il y a l'état d'urgence d'abord. Il peut être déclaré sur tout ou une partie du territoire, soit en cas de péril imminent, donc résultant d'une atteinte grave à l'ordre public. Il y a des troubles à l'intérieur, des catastrophes naturelles, d'une ampleur, cette catastrophe naturelle peut être des incendies, des inondations, où il y a une ampleur exceptionnelle qui nécessite de décréter l'état d'urgence. Donc en Algérie, on a déjà décrété l'état d'urgence qui a été proclamé en février 92, qui a duré plus de 19 ans, jusqu'au 23 février 2011. Ce régime d'exception, il permet bien sûr de renforcer les pouvoirs des autorités civiles. Donc, les autorités civiles, donc ça veut dire que le pouvoir exécutif a plus de liberté ou bien plus de pouvoir, où il a le droit de restreindre ou de réduire certaines libertés publiques aux individus. On peut d'ailleurs autoriser le ministre de l'Intérieur ou les walis à décider par exemple d'interdire de manifester pour les populations. Il n'y a pas de défilé, il n'y a pas de rassemblement de personnes sur les voies publiques. On peut y avoir des perquisitions administratives à tout moment. On peut réquisitionner certaines personnes dans leurs fonctions en dehors des heures du travail. On peut aussi réquisitionner des moyens privés. On peut y avoir des blocages de sites internet. On peut carrément interdire de séjourner sur le territoire national pour certaines personnalités ou certaines personnes. Aussi, on peut aussi certaines personnes les assigner à résidence ou carrément instaurer le couvre-feu. Pour l'état de siège, il est un peu plus... ça veut dire que le péril imminent là, dont on parlait pour l'état d'urgence, là, c'est un peu plus grave. Donc les libertés publiques sont restreintes. Donc là, il y a des troubles intérieurs qui sont graves. Et puis, on ne peut pas attendre là. Les pouvoirs là, on ne peut pas attendre. Donc le pouvoir, l'exécutif, donc le président de la République, il va décréter l'état de siège. Quand on décrète l'état de siège, contrairement à l'état d'urgence, le pouvoir de police, elles ne sont pas détenues par les autorités administratives, donc le ministre de l'Intérieur et les walis. Par contre, ils sont détenus par les autorités militaires. Donc les autorités militaires qui vont prendre le pouvoir, et il y aura même des juridictions militaires qui peuvent juger les crimes et les délits contre les sûretés de l'État. D'accord? Donc même si c'est les personnes qui ont commis ces crimes et ces délits pendant ces troubles intérieurs graves qui sont dans le pays, donc ils vont être portés devant les juridictions, devant la cour martiale, donc devant les juridictions militaires et non pas les juridictions judiciaires. L'état de siège a déjà été décrété en Algérie entre juillet 1991 et septembre 1991. Donc maintenant, dans le cas
où il y a une nécessité. Donc le président de la République décrète l'état d'urgence, mais avec la nouvelle révision de la Constitution, il y a une durée maximale qui est décrétée qui est préconisée dans la Constitution, qui est d'une durée de 30 jours, d'accord? Ou bien sûr, pour que ces 30 jours, pendant l'état de 30, une durée maximale de 30 jours pour l'état de siège ou l'état d'urgence, bien sûr, il y a tout avec une panoplie de procédures, de mesures qu'il faut les suivre. Donc, par exemple, il doit y avoir le Haut Conseil de sécurité doit se réunir. Donc, le président de la République doit consulter le président du Conseil de la Nation, le président de la PN, le Premier ministre ou chef du gouvernement, selon le cas qui est en place, aussi doit être consulté, et avec le président de la Cour constitutionnelle. La durée de l'état d'urgence et l'état de siège, elle ne peut pas être prolongée directement au-delà de 30 jours si il n'y a pas approbation du Parlement qui va siéger en chambre réunie. Ils vont se réunir, ils vont décider le prolongement de l'état de siège ou l'état d'urgence. Pour l'état d'exception, c'est des troubles encore, il désigne de façon générale des troubles encore plus graves. Donc là, c'est les situations qui sont très, très, très graves où bien sûr, c'est une circonstance bien sûr exceptionnelle où le pays, il y a un danger, si vous voulez, imminent. Ça veut dire que, ou dans les institutions de l'État qui sont touchées, ou l'indépendance de l'État ou l'intégrité territoriale qui sont touchées. Par exemple, les institutions de l'État, s'il y a une division dans le corps de l'armée, c'est un fait qui est très grave. Donc l'état d'exception doit être décrété par le président de la République. Et l'état d'exception, il a une durée généralement maximale de 60 jours. Une telle mesure, si elle est prise, donc bien sûr, il y a toujours des mesures, une procédure à suivre. Donc toujours le président du Conseil de la Nation doit être bien sûr informé, consulté, président de la PN aussi, le président de la Cour constitutionnelle et le Haut Conseil de sécurité. Et bien sûr, le Conseil des ministres doit aussi être entendu. L'état d'exception habilite le président de la République à prendre les mesures exceptionnelles, de commander la sauvegarde, et donc de détenir tous les pouvoirs, donc pour sauvegarder l'indépendance de la nation et les institutions constitutionnelles de l'État. Donc il adresse à ce sujet un message à la nation, donc il s'adressera au peuple, et le Parlement ici, il pourra se réunir de plein droit. Ça veut dire qu'il ne peut pas. Il n'attend pas que le président le saisisse pour se réunir. Il peut se réunir sans prendre la décision de se réunir. L'état d'exception, il prend fin dans les mêmes mesures, bien sûr, qu'il a été mis en place. Maintenant, pour l'état de guerre, ça veut dire qu'il y a une agression externe, une agression effective ou imminente, que le président de la République déclare la guerre conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies. Donc à cet effet, donc, le Conseil des ministres doit aussi se réunir, le Haut Conseil de sécurité aussi est entendu. Donc les présidents du Conseil de la Nation, de la PN, de la Cour constitutionnelle aussi sont consultés. Le Parlement, bien sûr, s'est réuni aussi et le président de la République informe la nation par un message et s'adresse au peuple comme quoi il va y avoir l'état de guerre qui va être décrété. Et pendant la durée de l'état de guerre, la Constitution, bien sûr, elle est suspendue. Donc les droits, la Constitution, elle est mise de côté et le président de la République assume tous les pouvoirs. Donc je dis bien tous les pouvoirs. Pour le gouvernement, il est dirigé ou bien par un Premier ministre ou bien par un chef du gouvernement. Maintenant, le Premier ministre, il est dirigé par un Premier ministre lorsqu'il résulte des élections législatives, une majorité présidentielle. Ça veut dire qu'on a procédé à des élections législatives, donc le Parlement, et pour l'APN, on a eu une majorité. Donc la majorité qu'il y a eu pendant les élections législatives, c'est une majorité qui est du même parti que le président de la République. Donc dans ce cas-là, quand la majorité au Parlement, c'est la majorité présidentielle qui fait partie du même parti politique que le président de la République, là, on désigne, le gouvernement, il est dirigé par un Premier ministre qui est désigné par le président de la République. Par contre, contre les élections législatives, on a procédé aux élections, on a organisé des élections législatives et l'APN a eu une majorité parlementaire qui ne fait pas partie, ça veut dire que la majorité au Parlement n'est pas la même que le parti du président de la République. Là, on désigne un chef de gouvernement.
D'accord? On désigne un chef de gouvernement quand il s'agit d'une majorité parlementaire au niveau du Parlement et on désigne un Premier ministre quand il s'agit d'une majorité présidentielle au Parlement. Donc le gouvernement, il est composé donc soit par un Premier ministre ou un chef du gouvernement, selon le cas, et bien sûr, des ministres, avec des ministres, bien sûr. Les membres du gouvernement, ils sont nommés par le président de la République sur proposition du Premier ministre ou du chef du gouvernement, selon le cas. Maintenant, s'il résulte des élections législatives une majorité présidentielle, donc le président de la République, il nomme un Premier ministre et il va le charger de proposer, non seulement de proposer un gouvernement qui va être nommé plus tard par le président de la République, et aussi il va élaborer un plan d'action, un programme qui va suivre un programme qui va suivre. Donc le programme là, puisque c'est le Premier ministre, donc il est issu de la majorité présidentielle, donc le programme qu'il va proposer, c'est le programme présidentiel. D'accord? Donc, il est issu du parti du président. Donc là, le Premier ministre, une fois qu'il a établi son programme, il va le soumettre à l'approbation de l'APN. Donc l'Assemblée populaire nationale, la première chambre, elle doit approuver le plan d'action du gouvernement. Maintenant, quand il est déposé, ce plan d'action, il est déposé au niveau du secrétariat de l'APN, il va y avoir un débat général qui va être ouvert et il va être discuté. Maintenant, dans le cas où ce programme-là, il a été approuvé par le président, il a été approuvé par l'APN, donc il n'y a pas de souci s'il est approuvé. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, mais si dans le cas où il n'est pas approuvé par l'APN, dans ce cas-là, il va y avoir le Premier ministre doit systématiquement présenter sa démission. D'accord? Donc la démission, bien sûr, quand je dis que la démission du Premier ministre, ça veut dire avec tout son gouvernement qui est mis en place. Aussi, donc ce programme, le programme d'action là du Premier ministre, il est aussi déposé au niveau du secrétariat du Conseil de la Nation qui vont aussi discuter, ils peuvent émettre aussi une résolution. Maintenant, si l'approbation de l'APN n'est pas obtenue de nouveau bien sûr, on va désigner le président, quand le Premier ministre va démissionner, le président de la République il est dans l'obligation de nommer un nouveau Premier ministre. Maintenant, ce Premier ministre, il va aussi préparer un nouveau programme, un nouveau plan d'action. Il va aussi le soumettre à l'approbation de l'APN. Maintenant, dans le cas où l'approbation de l'APN, elle n'est pas obtenue une deuxième fois, dans ce cas-là, l'APN, elle est dissoute de plein droit. D'accord? Et le gouvernement qui est en place, il va être maintenu sur place pour gérer les affaires qui sont en cours, jusqu'à ce que l'APN, on va organiser des élections législatives pour désigner un autre Parlement, pour la première chambre, bien sûr, dans un délai, bien sûr, maximal de 3 mois. Maintenant, s'il résulte des élections législatives, donc la première chambre, on a procédé, on a organisé des élections et on a eu dans ce cas-là une majorité parlementaire, ça veut dire une majorité autre qu'une majorité présidentielle. Donc là, le président de la République, il va désigner un chef de gouvernement. Ce chef de gouvernement, il va être issu de la majorité parlementaire. Dans le cas où il va être s'il est désigné, il est issu de la majorité parlementaire, dans ce cas-là, il va former son gouvernement, il va mettre en place un plan d'action. Bien sûr, là, le programme, c'est pas le programme du président de la République, mais c'est le programme de la majorité parlementaire. Maintenant, ce chef de gouvernement, quand il est mis en place, il a un délai de 30 jours pour constituer son gouvernement. Maintenant, au-delà de 30 jours, si 30 jours sont passés et il n'arrive pas à mettre en place un gouvernement, il n'arrive pas à choisir ses ministres, là, le président de la République, il va désigner un nouveau chef de gouvernement, qui va le prendre en charge de former un nouveau gouvernement. Dans tous les cas, le chef du gouvernement présente le programme de son gouvernement au Conseil des ministres, puis devant le Parlement. Même s'il ramène un programme de la majorité parlementaire, il le présente toujours pour le Conseil des ministres et il le présente toujours pour le Parlement. Maintenant, le Premier ministre ou le chef du gouvernement, selon le cas, il présente aussi
annuellement ce qu'on appelle une déclaration de la politique générale. Cette déclaration de politique générale, elle va donner lieu à un débat, donc que ce soit dans la première ou la deuxième chambre, ils vont discuter de cette politique générale. Ce débat peut s'achever par une résolution où, bien sûr, on peut mettre la responsabilité, on peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement. Il peut également donner lieu au dépôt d'une motion de censure. Donc là, on parle de motion de censure, ça veut dire que c'est un vote de confiance. Le vote de confiance, qui c'est qui l'exige? Il est exigé généralement par le septième, je dis bien le septième des membres de l'APN. Ça veut dire que les députés, s'ils veulent, par exemple, après que la déclaration de politique générale a été déposée au niveau du secrétariat de l'APN, il y a eu un débat. Donc, cette déclaration de politique générale déplaît peut-être à une masse des députés au niveau de l'APN. Donc, ils vont décider, ils vont proposer plutôt une motion de censure. Ça veut dire motion de censure, ça veut dire un vote de confiance. Ce vote de confiance, pour aller à un vote de confiance, ça veut dire qu'il doit être signé. Cette demande de vote de confiance, la motion de censure, là, elle doit être signée par minimum le septième des membres de l'APN. Donc, les membres de l'APN, donc des députés, ils vont signer pour cette demande de motion de censure. Et une fois qu'ils ont reçu le OK pour aller voter, ils vont voter ce vote de confiance. Il doit exiger le 2/3 des députés. D'accord? Donc, pour dire, on n'exige pas une majorité absolue, donc de 50% plus une voix, mais là, on exige une majorité des 2/3. Maintenant, quand le vote de confiance il est il est demandé par le Premier ministre ou le chef du gouvernement, là on l'appelle vote de confiance. Donc quand il est demandé, réclamé par les membres de l'APN, on l'appelle une motion de censure. Par contre, quand il est réclamé par le Premier ministre ou le chef du gouvernement, on l'appelle un vote de confiance. Et dans ce cas-là, si la motion de confiance, si le vote de confiance a donné lieu à un oui par l'APN qui est en place, il n'y a pas de souci. Par contre, si la vote de confiance n'a pas été votée, la motion de confiance n'a pas été votée, ça veut dire qu'ils sont contre la politique générale de ce gouvernement-là. Là, systématiquement, le gouvernement doit démissionner. D'accord? Par contre, là, il y a une attribution que la Constitution a donnée au président de la République. Là, le président de la République peut, avant l'acceptation de la démission du gouvernement, il a la possibilité de dissoudre l'APN, bien sûr, en respectant toutes les dispositions les procédures qui ont été exigées dans la Constitution. Maintenant, pour les principales missions du Premier ministre ou le chef du gouvernement, donc on peut avoir ou un Premier ministre, je dis, ou un chef de gouvernement. Donc, ses principales missions, généralement, c'est de coordonner, contrôler, diriger le gouvernement. Il répartit les attributions dans les membres du gouvernement. Chacun lui donne ses tâches. Il procède aussi à l'application des lois, bien sûr, parce que c'est lui qui signe les décrets exécutifs et il assure le bon fonctionnement de l'administration publique. Maintenant, pour le pouvoir, le deuxième pouvoir, on vient de terminer avec le pouvoir exécutif. On va parler maintenant du pouvoir législatif. Pour le pouvoir législatif, en Algérie, il est détenu par le Parlement. Le Parlement est composé de 2 chambres, l'Assemblée populaire nationale, qu'on appelle l'APN, et du Conseil de la Nation. Donc, les membres du Conseil de la Nation, on a ceux qui les appellent les sénateurs, et les membres de l'APN, on les appelle les députés. Le Parlement, donc, il est là. Il a pour première mission, c'est bien sûr, d'élaborer et de légiférer. Ça veut dire d'élaborer les lois et les mettre en place. Comme il dispose aussi d'un contrôle de l'action du gouvernement, comme je l'ai cité tout à l'heure. Il y a le débat qui peut être ouvert sur la politique générale et par le vote de confiance ou la motion de censure. Il peut aussi, dans le cas où il n'a pas approuvé le plan d'action du gouvernement, là, j'ai dit aussi, il a le droit de refuser le plan d'action du gouvernement et dans ce cas-là, le Premier ministre est censé
présenter sa démission. Quand je dis plan d'action du gouvernement par l'APN, parce que là, c'est dans le Premier ministre, il est issu de la majorité présidentielle. Par contre, quand il s'agit du chef du gouvernement, il est issu de la majorité parlementaire. Donc, on peut pas. Donc, il présente, si vous voulez, le programme du Parlement. Donc, on ne peut pas imaginer que le Parlement n'approuve pas le plan d'action du chef du gouvernement parce que c'est lui-même, il est issu de sa majorité. Maintenant, pour les membres du Parlement aussi, ils ont le droit d'adresser aussi par voie orale ou écrite, donc des lettres écrites ou des questions à tout membre du gouvernement, à tout ministre. Ils peuvent lui demander une question sur une disposition particulière. Pour les membres de l'Assemblée populaire nationale, donc l'APN, ils sont généralement, les députés, ils sont élus au suffrage universel direct et secret. Donc, c'est les citoyens qui les mettent en place, donc sur des listes de partis politiques ou des listes de candidats libres pour un mandat de 5 années. Pour les membres du Conseil de la Nation, par contre, là, on a les 2/3 des membres du Conseil de la Nation, ils sont élus non pas au suffrage direct, donc ce n'est pas les citoyens qui les choisissent, par contre, ils sont choisis au suffrage indirect et secret à raison de 2 sièges par wilaya parmi les membres des APC et des API. Ça veut dire quoi? Par exemple, si je prends une wilaya, donc dans une wilaya, il y a une API, une Assemblée populaire de wilaya, et il y a par exemple, s'il y a 52 communes, donc il y a 52 APC, donc 52 Assemblées populaires communales, ils vont se réunir et ils vont voter. Il y aura des personnes qui vont se présenter parmi ces personnes-là, et c'est eux-mêmes qui vont élire les personnes qui se sont présentées à la candidature pour le Conseil de la Nation. Donc, c'est ce qu'on appelle les grands électeurs. Donc, c'est les membres du Conseil de la Nation, ils ne sont pas élus directement par le peuple, donc ils sont élus par les élus du peuple directement. Donc, ils sont parmi les membres des APC et des API pour le nombre des 2/3 des membres du Conseil de la Nation. Par contre, le tiers qui reste pour les membres du Conseil de la Nation, ils sont désignés par le président de la République parmi les personnalités et les cadres de la nation, qu'ils soient dans le domaine scientifique, professionnel, économique ou social. Maintenant, pour le mandat du Conseil de la Nation, il est fixé de 6 ans et non pas 5 ans comme la première chambre. Donc 6 ans, sa composition, bien sûr, elle est renouvelable de moitié chaque 3 années. Il y a une moitié qui va, donc on va faire d'autres élections au niveau des APC et des API pour élire la moitié pour le restant du mandat du Conseil de la Nation. Et bien sûr, la nouveauté dans la dernière révision de la Constitution, donc on ne peut pas, les parlementaires, qu'ils soient députés ou sénateurs, ils ne peuvent pas exercer plus de 2 mandats, de mandats parlementaires, qu'ils soient consécutifs ou séparés. Pour le Parlement, il siège généralement, auparavant il siégeait en 2 sessions, mais maintenant avec la nouvelle révision, il siège une session ordinaire par an d'une durée de 10 mois. Elle commence toujours le premier jour ouvrable du mois de septembre. Donc si c'est le 1er septembre, c'est un dimanche. Donc c'est le premier dimanche, si vous voulez, le premier dimanche du mois de septembre, elle commence la session ordinaire du Parlement jusqu'au le dernier jour ouvrable du mois de juin. Maintenant, pour le Parlement, il peut être réuni en session extraordinaire. Donc, quand je dis session extraordinaire, donc là, ça veut dire il va être saisi pour une session extraordinaire ou par le président de la République ou il peut aussi également être réuni sur la demande du Premier ministre ou du chef du gouvernement, selon le cas, ou carrément à la demande des 2/3 des membres de l'APN.
D'accord? Donc, les députés ont le droit de demander une réunion pour une session extraordinaire, le Premier ministre ou le chef du gouvernement et le président de la République. Les séances, généralement, du Parlement, elles sont publiques, donc elles sont ouvertes à la presse et peut-être même diffusées sur les chaînes de télévision. Pour la loi ordinaire, donc le Parlement, il est là pour mettre en place des lois. Donc, il y a deux types de lois. Il y a des lois ordinaires et des lois organiques. Pour les lois ordinaires, le Parlement il légifère par loi ordinaire. Elles sont adoptées je dis bien à la majorité des membres présents. Donc, ça veut dire que s'il y a 300, si le nombre des parlements, par exemple, l'APN, ils sont, par exemple, à 350 les membres, et ce jour-là, le jour où il y a eu le vote, l'adoption de cette loi-là, il n'y avait que 300 qui étaient présents, donc on prendra la majorité des membres présents, d'accord? Donc, si c'est 300 présents, donc on aura avec 50% plus une voix. Donc 151 voix. Dans le domaine qui lui attribue la Constitution, donc les domaines qui sont attribués par la Constitution, généralement, il y a 30 domaines qui sont destinés pour la loi ordinaire. Donc, il y a les droits et devoirs fondamentaux des personnes. Donc, il y a la nationalité, il y a tout ce qui concerne le statut personnel, le code de la famille, le mariage, le divorce, la filiation. Il y a aussi toutes les règles concernant la situation et les conditions des étrangers sur le territoire national, tout ce qui concerne le droit pénal, procédure pénale, droit civil, droit commercial, la propriété, les créations d'assiettes d'impôts, le taux de recouvrement des impôts, tout ce qui concerne l'émission de la monnaie, les régimes des banques et tout et tout. Donc, le transfert de propriété du secteur public au secteur privé, de tout ce qui concerne l'environnement, protection de la faune et de la flore, tout ça, il est légiféré par loi ordinaire. Par contre, dans la loi organique, outre les domaines réservés par la Constitution à la loi organique, on relève également la loi organique dans les matières qui sont très très importantes, sont l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics, le régime électoral, le régime des partis politiques, le régime de l'information et l'organisation de la justice, donc le statut magistrat et l'organisation de la justice, et la loi cadre relation aux lois de finances. Donc ces six domaines-là, ils sont en légifère par loi organique. Donc la loi organique, la différence entre la loi organique et la loi ordinaire, la loi organique, on exige une majorité absolue, je dis bien des députés, des membres du Conseil, des députés et des membres du Conseil de la Nation. Ça veut dire qu'on exige 50%, 50% non pas des personnes présentes le jour de l'adoption de la loi, mais 50% des membres, donc le total des membres de l'APN et le total des membres du Conseil de la Nation. Donc la majorité absolue, 50% plus une voix. Donc elle est soumise aussi, la différence entre la loi organique et la loi ordinaire, le contrôle de conformité à la Constitution. Donc on doit contrôler la constitutionnalité de cette loi-là, bien sûr, par la Cour constitutionnelle. C'est une obligation. La loi ordinaire aussi on peut demander son contrôle de constitutionnalité, mais il n'est pas systématique. Par contre, la loi organique, c'est une mesure obligatoire. Donc, on ne peut pas mettre en place une loi organique si elle n'est pas soumise au contrôle de la Constitution, contrôle de constitutionnalité par la Cour constitutionnelle. Pour l'initiative des lois, maintenant, elle appartient ou au Premier ministre ou au chef du gouvernement selon le cas, et aussi les députés, les membres du Conseil de la Nation ont le droit de préparer un projet de loi. L'initiative de projet de loi. Donc, les projets de loi, ils sont présentés au Conseil des ministres après avis du Conseil d'État. Donc, le Conseil d'État qui est la haute instance des juridictions administratives. Donc, il faudrait l'avis du Conseil d'État. Et puis, après, ils vont être déposés au niveau du bureau de l'APN ou au bureau du Conseil de la Nation pour le vote. Pour être adopté, tout projet ou proposition de loi doit faire objet d'une délibération, bien sûr, des deux chambres de l'APN et du Conseil de la Nation. Une fois que cette loi elle a été adoptée à la majorité, donc la loi doit être promulguée, qu'elle soit maintenant ordinaire ou qu'elle soit ordinaire ou
qu'elle soit ordinaire ou organique, pardon, doit être promulguée par le président de la République dans les 30 jours qui suivent la date de sa remise au niveau du secrétariat de la présidence. Le président de la République, il peut demander, dans ce cas-là, il peut demander une seconde lecture de la loi votée. Donc ça veut dire que la loi a été votée par la première chambre et la deuxième chambre. Avant, une fois qu'elle arrive devant au secrétariat de la présidence, et le président de la République, il peut demander une seconde lecture, d'accord, une seconde lecture de la loi votée dans les 30 jours, dans les 30 jours qui suivent son adoption. Dans ce cas-là, s'il demande une relecture, dans ce cas-là, la majorité qui va être exigée, elle n'est pas de 50%, mais là, de 50% plus une voix. Donc là, c'est la majorité des 2 tiers des députés de l'APN et des 2 tiers des membres du Conseil de la Nation doivent être requises pour l'adoption de cette loi dans le cas où le président de la République a demandé une seconde lecture. Après l'approbation expresse par chacune des chambres du Parlement, le président de la République aussi ratifie les accords d'armistice. Je dis bien une approbation expresse, ça veut dire il y aura un débat au niveau de la première chambre et la deuxième chambre. Ils doivent approuver l'approbation le traité ou les accords dans les domaines de armistice, les traités de paix, les alliances et d'union, les traités relatifs aux frontières de l'État, les traités relatifs au statut des personnes et ceux entraînant des dépenses non prévues dans le budget de l'État, les accords bilatéraux ou multilatéraux concernant les zones de libre-échange. Donc, comme ils sont très, très importantes, le domaine de ces traités-là sont très, très importants, donc dans ce cas-là, on exige l'approbation expresse du Parlement. Pour les autres traités, on peut ne pas revenir au Parlement pour son approbation. Pour le pouvoir judiciaire, c'est le troisième pouvoir qui existe. Donc, à côté du pouvoir exécutif et le pouvoir parlementaire, le pouvoir législatif, il y a le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire, on l'a déjà détaillé quand on a fait dans le chapitre précédent sur l'organisation de la justice en Algérie. Pour le pouvoir judiciaire, je dirais que la justice est un pouvoir qui est indépendant. Il est accessible à tous, donc tout citoyen peut aller déposer plainte et peut faire une action en justice devant les juridictions. Donc la loi garantit le double degré de juridiction, ça veut dire que les citoyens, quand ils se déplacent devant le tribunal pour une action, ils ont droit à des juridictions, ça veut dire revenir à la justice à 2 degrés. Ça veut dire que aller devant les juridictions, devant les tribunaux, une fois que si la personne n'a pas eu gain de cause, elle a le droit de faire appel devant la cour, d'accord, qu'elle soit dans le cas des juridictions administratives ou juridictions judiciaires. Il y a le double degré de juridiction. Le juge, bien sûr, il est indépendant, il n'obéit qu'à la loi. Il ne peut pas être révoqué, il ne peut pas être suspendu, il ne peut pas être cessé de ses fonctions, il n'a pas le droit de faire objet d'une sanction disciplinaire quand il est là, il est en train d'exercer ses fonctions. D'ailleurs, si jamais le juge subit une quelconque pression dans son travail, il a le droit de saisir le Conseil supérieur de la magistrature à chaque fois qu'il a estimé qu'il y a une atteinte à son indépendance. Donc la justice est mise en place pour protéger la société, protéger la liberté et les droits des citoyens. Elle est fondée sur 2 principes importants, la légalité et l'égalité. Donc la légalité, ça veut dire que nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction. Ça veut dire qu'il doit y avoir la loi doit d'abord exister qui va incriminer cette action-là ou cette omission-là pour que la personne doit être poursuivie devant la justice. Et aussi, il y a une certaine égalité entre les humains. Donc, être humain doit être traité de la même, ça veut dire les êtres humains, les citoyens doivent être traités de la même façon par la loi. Pour la Cour suprême,
et l'organe suprême, donc supérieur dans l'ordre judiciaire, donc judiciaire ordinaire. Donc elle est chargée de réguler l'activité des cours et des tribunaux. Par contre, le Conseil d'État, c'est l'organe régulateur c'est lui qui régule l'activité des tribunaux administratifs d'appel, les tribunaux administratifs et des autres organes statuant en matière administrative. Que ce soit pour la Cour suprême ou le Conseil d'État, c'est les deux organes qui assurent l'unification de la jurisprudence à travers le pays et veillent au respect de la loi. L'organe dont j'en ai pas parlé lors du chapitre précédent sur l'organisation de la justice en Algérie, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature, c'est un organisme qui garantit l'indépendance de la justice. Pourquoi? Parce que c'est lui qui décide, si vous voulez, de la carrière du magistrat. Donc il est président, par contre, il est quand même présidé par le président de la République. Donc, il comprend le président de la République comme président, le premier président de la Cour suprême, qui est vice-président, le président du Conseil d'État, avec 15 magistrats. Ces 15 magistrats, on trouve 3 magistrats, ils sont issus de la Cour suprême, dont 2 magistrats, c'est les magistrats du 2, ils doivent représenter les magistrats du siège, donc les juges assis, et un magistrat du parquet général. La même chose, 3 magistrats du Conseil d'État, 2 magistrats du siège et un commissaire d'État, 3 magistrats de la Cour et 3 magistrats des juridictions administratives, en plus de 3 magistrats des tribunaux de l'ordre judiciaire, donc ce qui fait 15 magistrats. En plus des 15 magistrats, il y a 6 personnalités choisies en raison de leurs compétences en dehors du corps de la magistrature. Ça veut dire que c'est des personnes qui sont nommées parmi les cadres de la nation. 2, ils sont choisis, donc sur les 6 personnalités, 2 sont choisis par le président de la République, 2 sont choisis par le président de l'APN, bien sûr, mais ces personnes-là ne doivent pas être des députés. Donc, ils doivent être choisis par le président de l'APN ou aussi, 2 autres aussi sont choisis par le président du Conseil de la Nation, mais bien sûr aussi en dehors de ses membres. Donc, ils ne doivent pas être sénateurs. 2 magistrats aussi issus de la formation syndicale des magistrats, plus le président du Conseil national des droits de l'homme, qui est une autorité qui existe. Donc, le président du Conseil national des droits de l'homme fait partie du Conseil de la magistrature. Les principales attributions du Conseil supérieur de la magistrature, on trouve, donc c'est lui qui décide de la carrière du magistrat, donc tout ce qui est mutation, le déroulement de sa carrière, sa nomination, ses mutations, tout se fait par le Conseil de magistrature. Ces derniers, ils sont nommés bien sûr, ils sont nommés bien sûr par décret présidentiel, même s'ils sont nommés par décret présidentiel, mais il doit y avoir d'abord un avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, il veille au respect des dispositions du statut de la magistrature et au contrôle de la discipline des magistrats sous la présidence du premier président de la Cour suprême. Il émet aussi un avis consultatif, je dis bien consultatif, préalable à l'exercice du droit de grâce. Donc le président de la République, avant qu'il ne procède à la grâce présidentielle pour les prisonniers, il peut émettre un avis consultatif pour la liste des détenus qui vont être graciés. Il y a aussi un autre organe qui dépend du pouvoir judiciaire, c'est la Haute Cour de l'État. La Haute Cour de l'État, c'est une institution à part, elle a pour mission de juger le président de la République et le chef du gouvernement ou le Premier ministre qui est en place selon le cas. Donc, ce n'est pas une cour d'État, ce n'est pas pour les citoyens, mais elle est instituée principalement pour connaître des actes pouvant être qualifiés de haute trahison commis par le président de la République durant son mandat. Et aussi tout ce qui est crimes et délits qui sont commis par le Premier ministre ou le chef du gouvernement durant l'exercice aussi de leurs fonctions. Pour les institutions de contrôle, la Constitution a mis en place des institutions de contrôle qui sont là, si vous voulez, pour vérifier, si vous voulez, même
il y a les trois pouvoirs, le pouvoir législatif et le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Elles sont là pour contrôler les compétences de chacun. Donc, pour les institutions de contrôle, donc, elles sont chargées de vérifier la conformité, qu'elle soit de l'action du Parlement, donc le pouvoir législatif, que soit l'action réglementaire du pouvoir exécutif, si elles sont conformes avec la Constitution, et de vérifier aussi les conditions d'utilisation de tout ce qui est moyens et fonds publics. Là, on trouve, donc j'ai pris pour les institutions de contrôle, j'ai pris juste deux, les plus importantes. Il y a la Cour constitutionnelle et la Cour des comptes. Pour la Cour constitutionnelle, préalablement, elle s'appelait le Conseil constitutionnel, mais là, on l'appelle, avec la nouvelle révision de 2020, on l'appelle la Cour constitutionnelle. Pour la Cour constitutionnelle, c'est une institution qui est indépendante. Elle est là, chargée d'assurer le respect de la Constitution. Donc, si vous voulez, elle est là pour réguler le fonctionnement des institutions et l'activité des pouvoirs publics. Elle fixe elle-même les règles relatives à son fonctionnement pour qu'elle soit indépendante des autres pouvoirs. Donc, la composition principale, elle est composée de 12 membres. Donc, on trouvera parmi les 12 membres-là, on trouve 4 sont désignés par le président de la République, dont le président de la Cour. Une personne est élue par la Cour suprême parmi ses membres, une personne est élue par le Conseil d'État parmi ses membres, mais 6 autres personnes, elles sont élues au suffrage direct par les professeurs de droit constitutionnel. Donc on prend les professeurs de droit constitutionnel qu'il y a dans les universités et on va élire 6 personnes de droit constitutionnel. Donc les membres des conseils constitutionnels qui sont désignés, il y a des conditions. Ils doivent être âgés minimum de 50 ans. Ils doivent jouir d'une expérience d'au moins 20 ans en droit et avoir suivi une formation en droit constitutionnel. Je dis bien pour les 6 personnes qui sont élues parmi les professeurs de droit constitutionnel. Et aussi, ils doivent jouir de leurs droits civiques et politiques. Et bien sûr, ils ne doivent pas appartenir à aucun parti politique. Donc, dès qu'ils sont élus, les membres du Conseil de la Constitution, ils cessent tout mandat, toute fonction, toute charge, toute mission. Donc, ils arrêtent de travailler, même pas une activité de profession libérale. Donc, rien du tout. Donc, ils se consacrent seulement pour la Cour constitutionnelle. Donc, le président de la Cour constitutionnelle, généralement, il est impérativement désigné par le président de la République pour un mandat de 6 ans. Lui, il dure 6 ans. Par contre, les autres membres de la Cour constitutionnelle, ils doivent aussi remplir un mandat de 6 ans, mais la moitié la moitié est renouvelée chaque 3 ans. Ces membres jouissent d'une immunité pour les actes rattachés à l'exercice de leurs fonctions. Donc, il y a ils jouissent d'une immunité. Donc, et ils ne peuvent pas faire l'objet de poursuites judiciaires pour les actes ne relevant pas de leur exercice. Donc, même pour les autres, donc quand ils sont là pour les actes qui sont attachés directement à leurs fonctions, il y a une immunité. Ils jouissent d'une immunité. Ils sont immunisés. Donc, et aussi, donc, pour les autres poursuites judiciaires, on ne peut pas les poursuivre directement devant la justice. Ces personnes-là doivent d'abord renoncer à leur immunité, ou carrément la Cour constitutionnelle doit se réunir et doit autoriser de relever l'immunité de cette personne-là pour qu'elle soit suivie par la justice. Les organes de saisine pour la Cour constitutionnelle, donc le président de la République peut saisir la Cour constitutionnelle. Il y a aussi le président du Conseil de la Nation, le président de l'APN, le Premier ministre ou le chef du gouvernement selon le cas. Aussi les députés. Donc les députés, s'il y a un nombre de 40 personnes qui vont signer, ils peuvent aussi saisir le Conseil constitutionnel et aussi 25 sénateurs ou 25 membres du Conseil de la Nation. La mission principale du Conseil constitutionnel, d'abord, il se prononce sur la constitutionnalité des traités et des lois et des règlements. D'ailleurs, il peut être saisi sur la constitutionnalité des traités avant leur ratification.
et les lois avant aussi leur promulgation et les règlements aussi dans un délai d'1 mois. Quand je parle des règlements, je parle des décrets présidentiels et des décrets exécutifs. Donc, si on voit qu'il y a eu un dépassement dans ces dispositions-là, à partir de la date de leur publication, on peut saisir la Cour constitutionnelle pour se prononcer si elles sont conformes, ces dispositions-là sont conformes à la Constitution ou pas. Aussi, quelque chose de nouveau qui a été mis en place avec la nouvelle révision de la Constitution, la nouvelle révision de 2020, il se prononce aussi sur la conventionnalité des lois et des règlements. Parce qu'on sait très bien que les conventions et les traités ont une valeur supérieure sur les lois et les règlements. Donc il y a d'abord la loi suprême, c'est la Constitution, puis après il y a les conventions qui sont ratifiées par l'État algérien, par les autorités algériennes. Donc ces conventions-là, et après on aura les lois et on aura les règlements. Donc les lois et les règlements doivent être aussi non seulement conformes à la Constitution, ils doivent aussi être conformes aux conventions qui sont signées par les autorités algériennes. La Cour constitutionnelle aussi est saisie obligatoirement, comme j'ai dit tout à l'heure, pour la loi organique. La loi organique, pour elle a une condition primordiale, c'est qu'elle soit la loi organique, elle doit être conforme à la Constitution parce que le domaine de loi organique, c'est un domaine qui est lié directement aux libertés des personnes et peut atteindre aux droits des citoyens qui sont édictés dans la Constitution. Donc, elle se prononce aussi, la Cour constitutionnelle, dans les mêmes formes prévues aux lois organiques, tout ce qui concerne la conformité, le règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement. Parce que le Parlement, dès qu'il est mis en place, dès qu'il est élu par le peuple, il se réunit, il met en place un règlement intérieur. Ce règlement intérieur, on doit aussi voir s'il est vraiment conforme à la Constitution, s'il n'y a pas eu de dépassement de compétences, d'attribution de compétences sur les compétences qui sont prévues à l'intérieur de la Constitution, dans les dispositions constitutionnelles. La Cour constitutionnelle aussi, elle examine le recours, tout ce qui est recours concernant les élections. Donc, quand il y a des résultats des élections, je dis bien présidentielles, législatives et référendums, pas les élections locales. Les élections locales, la Cour constitutionnelle n'est pas concernée par les recours. La Cour constitutionnelle, elle examine les recours, des résultats. Donc, quand les résultats provisoires sont divulgués, une fois que les élections présidentielles ou les élections législatives, quand je dis les élections législatives, c'est les élections du Parlement de la première chambre, de l'APN, et aussi du référendum, le référendum pour une question qui a été mis en place pour le vote du peuple, donc là, que ce soit une révision constitutionnelle ou autre. Donc, quand ces résultats, il y a une partie qui proclame, qui veut faire un recours, donc ils peuvent faire un recours devant la Cour constitutionnelle et avant la proclamation des résultats définitifs de ces élections-là. La Cour constitutionnelle aussi peut être saisie s'il y a un différend, ça veut dire un litige qui peut survenir entre les pouvoirs constitutionnels, ça veut dire entre les trois pouvoirs, pouvoir judiciaire, pouvoir exécutif ou pouvoir législatif. S'il y a un conflit, un différend entre les pouvoirs constitutionnels, la Cour constitutionnelle peut être saisie. La Cour constitutionnelle aussi peut être saisie pour l'interprétation d'une ou de plusieurs dispositions constitutionnelles. Ça veut dire que la loi, ça veut dire qu'il n'y a pas un recours contre la Constitution en elle-même, mais on veut une disposition qui est un article de loi qui existe déjà dans la Constitution, mais on veut une interprétation plus claire. Donc, on veut l'interpréter. Donc, dans ce cas-là, on peut demander à la Cour constitutionnelle d'éclaircir ou d'interpréter cette disposition-là. Et là, elle va émettre un avis. C'est un avis et pas une décision. La Cour constitutionnelle aussi peut être saisie d'une exception d'inconstitutionnalité. C'est quelque chose qui est nouveau aussi. Ça veut dire que le citoyen, si par exemple il y a un procès qui se tient devant les juridictions, qu'elles soient juridictions administratives ou juridictions judiciaires, donc il voit qu'il y a
des règles ou une des lois ou une disposition qui, pour lui, elle n'est pas conforme à la Constitution. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il y a une requête qui est déposée si le procès il est devant les juridictions administratives. Donc, là, on saisit le recours, la requête, elle est déposée devant le Conseil d'État. Si le procès il est devant les juridictions judiciaires, donc le tribunal au cours, là, la requête elle est déposée au niveau de la Cour suprême, bien sûr, par l'avocat des parties. Donc, c'est cette personne, le renvoi, donc la Cour suprême ou le Conseil d'État, selon le cas, ils vont renvoyer cette requête devant la Cour constitutionnelle pour émettre un avis sur la constitutionnalité de cette disposition législative ou réglementaire dans laquelle la personne juge qu'il y a une atteinte à ses droits et à sa liberté. Et dans ce cas-là, la Cour constitutionnelle a le délai de 4 mois pour prendre une décision sur ce cas-là. Pour les décisions de la Cour constitutionnelle, généralement, elles sont prises à la majorité des membres présents. Je dis bien à la majorité des membres présents. Et la voix du président, elle est prépondérante. Dans le cas d'égalité des voix, donc on prendra la voix du président. Les décisions relatives au contrôle des lois organiques, elles sont prises par contre à la majorité absolue des membres. Ça veut dire que tous les membres doivent être présents et on doit avoir la majorité des membres, de tous les membres du Conseil constitutionnel. Lorsque la Cour constitutionnelle juge qu'un traité ou un accord, une convention qui n'est pas conforme à la Constitution, donc là, la ratification, on ne peut pas la ratifier. Cette convention-là ne peut pas être ratifiée. La même chose pour une loi, elle ne peut pas être promulguée. Si on la présente devant la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle décide ou voit que cette disposition n'est pas conforme à la Constitution, on ne peut pas promulguer cette loi-là qui est inconstitutionnelle. Lorsqu'une disposition d'une ordonnance, maintenant l'ordonnance, parce que l'ordonnance elle est mise en place par le président de la République, ou un règlement, quand je dis règlement, ça veut dire que c'est le président de la République ou le chef du gouvernement, le Premier ministre qui l'a mis en place, s'ils sont jugés inconstitutionnels, ils perdent aussi tout effet à compter du jour où la décision de la Cour a été prononcée. Pour le deuxième organe de contrôle que j'ai pris, c'est la Cour des comptes. La Cour des comptes, elle a une mission de contrôle. Elle contrôle quoi? Elle ne contrôle pas les lois, elle contrôle le patrimoine et les fonds publics. Donc, c'est une institution supérieure. Elle est là pour contrôler toutes les finances de l'État. Ça veut dire, quand je dis finances de l'État, les finances, tout ce qui est finances des ministères, je dis de tous les organismes d'État, donc des ministères, les collectivités locales, les services publics, les hôpitaux, toutes les administrations publiques, elles sont là. Elles déposent chaque fin d'année leur comptabilité, d'accord? Leurs bilans, ils sont déposés, donc avec toutes les justifications qui vont avec, elles doivent les déposer au niveau de la Cour des comptes. La Cour des comptes, elle a des chambres territoriales et des chambres nationales. Elles sont là pour contrôler chaque dinar qui a été dépensé, d'accord, par ces administrations. Même, il n'y a pas que les administrations, même les capitaux marchands de l'État. Quand je parle de capitaux marchands de l'État, je parle des capitaux qui appartiennent à l'État, capitaux des entreprises publiques économiques ou des entreprises publiques à caractère industriel et commercial. Par exemple, si je prendrais la Sonelgaz ou bien donc les entreprises publiques. Donc, c'est des entreprises qui sont régies par le droit commercial, mais dans le capital, il est 100% ou même pour les entreprises mixtes, donc les entreprises mixtes qui ont des actions, une partie privée et une partie étatique, donc publique. Donc, la comptabilité, les finances de ces entreprises-là, elles doivent subir le contrôle de la Cour des comptes. Donc, la Cour des comptes, elle est là pour, si vous voulez, avoir plus de transparence. On veut, soi-disant, avoir une transparence dans la gestion des finances publiques et contrôler les comptes de chaque administration et chaque administration ou chaque organisme qui détient des capitaux publics. Donc, le président de la République nomme le président de la Cour des comptes pour un mandat de 5 ans, renouvelable bien sûr une seule fois.
Donc, la Cour des comptes, bien sûr, chaque fin d'année, elle met en place un rapport annuel, et ce rapport-là, elle le remet au président de la République. Ce rapport, il va mettre en place, qui va être publié après par le président de la Cour des comptes. Donc, d'ailleurs, même si vous voulez voir sur le site de la Cour des comptes, on peut trouver sur le site internet tous les rapports qui ont été mis par la Cour des comptes et voir tout ce qui a été contrôlé par la Cour des comptes. Donc, là, il y a une loi organique qui détermine tout ce qui est organisation, fonctionnement, attribution de la Cour des comptes, les sanctions et les investigations. Tout cela, il est pris en considération par une loi organique. Et avec cela, j'aurai fini le dernier chapitre de ce semestre, qui est du module Introduction au droit. Et merci.